Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la manière dont la guerre en Iran pourrait être en train d'échapper à tout contrôle et aussi de la façon dont il serait possible d'y mettre fin. Merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau depuis la Malaisie. Ravi d'être avec toi, Glenn, comme toujours. Ainsi, Israël dispose de ce qu'on appelle souvent l'option Samson, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un dernier recours. Si Israël fait face à une menace existentielle, il pourrait utiliser des armes nucléaires contre ses ennemis. C'est dangereux, car les États-Unis et Israël semblent épuiser leurs arsenaux, y compris leurs intercepteurs. La situation ne se détériore pas seulement, elle s'aggrave très rapidement. J'ai vu que le journal israélien Haaretz a rapporté que l'un des principaux conseillers de Trump, David Sachs, avait averti qu'Israël pourrait être détruit et que dans ces conditions, Israël pourrait utiliser des armes nucléaires contre l'Iran. Je me demandais donc comment vous évaluez cette spirale d'escalade et la possibilité qu'elle débouche réellement sur une guerre nucléaire. Oui, David Sachs, sans lien de parenté avec moi d'ailleurs, mais un ami, a dit il y a quelques jours que Trump devrait déclarer la victoire et rentrer chez lui. Il parlait en substance comme un conseiller de Trump. C'est le tsar de l'IA à la Maison-Blanche, chargé de conseiller sur les politiques numériques et d'intelligence artificielle, et c'est un observateur influent. Il ne prédisait pas une guerre nucléaire, et il ne disait pas que nous en étions à ce point-là. Mais ce qu'il disait, c'est que si cela continue ainsi, ce sera terrible. En gros, il disait à son patron Donald Trump, « Rentre simplement chez toi ». C'était le message. Mets-y fin. C'est un fiasco, mais appelle ça une victoire. Trump fait ça facilement. Mais ne poursuis pas dans cette voie. Cela conduit à des issues de plus en plus graves pour les raisons que tu as mentionnées. Sur le plan économique, le risque de calamité mondiale augmente absolument de jour en jour. Peu importe leurs tentatives pour calmer les marchés ou parler de libérer des réserves d'urgence issues des réserves stratégiques de pétrole. En réalité, les gens savent faire des calculs. Le détroit d'Ormuz est fermé. La libération de 400 millions de barils de pétrole, telle qu'elle a été annoncée, représente environ 20 jours de flux normal à travers le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas très impressionnant, en vérité, pour ce qui semble pouvoir devenir une crise et une catastrophe longues et meurtrières. Non seulement parce que le détroit est fermé, mais aussi parce que la production de pétrole et de gaz est en train de s'arrêter et que les installations physiques, les unes après les autres, sont en train d'être détruites dans l'échange de tirs entre les États-Unis et l'Iran. C'est pourquoi David Sachs a conseillé au président qu'il sert « Arrêtez tout et rentrez chez vous ». Comme Trump vit déjà dans un monde illusoire, il peut déclarer la victoire. Il peut dire à quel point tout cela est merveilleux. Regardez combien de personnes nous avons assassinées. Regardez combien de dirigeants nous avons tués. Regardez combien d'infrastructures nous avons détruites. Souvenez-vous de l'été dernier, il a déclaré la victoire et est rentré chez lui. Bien sûr, c'était déjà absurde à l'époque, mais c'est l'option. Ce que disait David Sachs, c'est que c'est en réalité la meilleure garantie de sécurité pour Israël aussi. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire du point de vue de l'économie mondiale, ni seulement du point de vue de la sécurité des États-Unis, mais aussi ce qui permettrait à Israël d'être le plus en sécurité. En d'autres termes, cette guerre n'avantage personne. C'est une pure situation perdant, 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 une perte pour Israël, une perte pour les États-Unis et une perte pour le reste du monde, en particulier bien sûr pour l'Iran et les pays du Golfe. J'ai échangé un peu avec David Sachs par email. J'essaie de l'inviter dans l'émission. Il a l'air d'un type bien.
Mais je me disais aussi que si les États-Unis franchissaient encore un palier et s'en prenaient à l'île de Kharg, et que l'Iran ripostait contre les installations énergétiques des États du Golfe, il n'aurait plus vraiment d'importance que le détroit d'Ormuz reste ouvert, si tout est en flammes et détruit. Et bien sûr, cela prendrait bien plus que 20 jours. J'ai aussi pensé la même chose à propos de l'ouverture des réserves stratégiques. Cela ne donne pas une grande impression de confiance quand on est prêt à les épuiser à ce point. Mais vous, avec votre collègue Sibyl Farris, vous avez écrit sur les 5 mesures que Trump pourrait prendre pour mettre fin à cette guerre. En somme, la voie de sortie que David Sacks préconisait. Donc si Trump lit votre texte, ou vous appelle, ou écoute ce podcast, quelles sont ces 5 mesures que vous lui conseilleriez? Eh bien, pour commencer, il n'appellera pas. Peut-être que David Sacks le lira. Si je peux intervenir très rapidement, à un moment donné, avant qu'il ne soit élu, il a en fait tweeté une vidéo de vous parlant du Moyen-Orient. Donc, vous savez, je suis content qu'il écoute la raison, mais désolé pour... Enfin, oui. C'était une vidéo qui mettait en garde contre Netanyahou. J'ai dit, cet homme est vraiment sombre. J'ai utilisé un langage un peu moins mesuré, mais j'ai dit que c'était un gros problème. Et Trump avait tweeté cela à l'époque. Un mystère. Mais ce que j'ai dit s'est révélé absolument juste, à savoir que non seulement Netanyahou est monsieur génocide, mais qu'il est en train d'embraser tout le Moyen-Orient, et que le monde entier va bientôt comprendre qu'Israël est à l'origine de notre crise économique mondiale. Ce genre d'approche ne sera pas bon pour la sécurité d'Israël. Donc oui, M. Trump a bien tweeté cela. Peut-être qu'il pourrait écouter quelqu'un qui lui dit « Limite les dégâts, déclare que c'est une victoire à ta manière. C'est ton affaire. » Mais ne nous entraînez pas dans le désastre. C'est ça, le point essentiel. Maintenant, ce que ma collègue Sibyl Farris et moi recommandons, c'est une véritable fin du conflit au Moyen-Orient, car nous disons qu'il y a des éléments interdépendants. Cela ne se produira probablement pas, et nous le soulignons dans l'article. Nous ne sommes pas des optimistes naïfs. Nous disons simplement que la manière de faire la paix consiste à reconnaître les intérêts de sécurité de chacun. C'est aussi le point concernant l'Ukraine. Tant que les intérêts de sécurité de la Russie ne sont jamais reconnus, il n'y a pas de paix. Il en va de même pour le Moyen-Orient. Si vous voulez la paix, ce que la plupart des gens normaux dans le monde, je dirais même tous les gens normaux dans le monde, souhaitent, alors vous reconnaissez les intérêts de sécurité de chacun. Quels sont les intérêts de sécurité de l'Iran? Ne pas être bombardé à plusieurs reprises par Israël et les États-Unis, et ne pas entendre Netanyahou dire pendant 30 ans « renverser ce gouvernement ». C'est aussi simple que cela. Les États-Unis et Israël doivent cesser leur agression armée effrontée, flagrante et illégale contre l'Iran. Ce n'est même pas une attaque préventive, car l'Iran n'attaquait personne. C'est simplement une agression ouverte et manifeste. Et c'est une violation claire du droit international. Voilà donc le premier point. Le deuxième point, Trump dit chaque jour « Je dois empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire ». Je ne sais pas s'il est tellement ignorant qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, ou si c'est un jeu, mais le fait est qu'il existait un tel accord. Et vous, Monsieur Trump, l'avez déchiré. Bien sûr, il s'agissait du plan d'action global commun, négocié en 2015 entre l'Iran et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, non seulement les États-Unis, mais aussi la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, puis ratifié à l'unanimité par le Conseil de sécurité. L'essence de cet accord était de renforcer le commandement religieux du Guide suprême, selon lequel l'Iran ne poursuivrait pas la fabrication d'une arme nucléaire, car le Guide suprême avait déclaré que cela allait à l'encontre de leur foi. L'Iran s'est donc soumis à des inspections strictes et a respecté l'accord.
C'est les États-Unis qui l'ont déchiré, Trump, en 2018. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Cet homme, en apparence, ne se souvient de rien, n'apprend rien, ne sait rien. Mais je ne sais pas vraiment s'il se souvient qu'il a déchiré l'accord qui avait précisément accompli ce qu'il disait. Peut-être se souvient-il que les Iraniens ont répété l'an dernier, et encore cette année, qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Ils veulent un accord négocié. Ils veulent être soumis à la surveillance de l'ONU. Peut-être, même si j'en doute, pourrait-il trouver un conseiller pour lui rappeler ce que le médiateur omanais a dit la veille du jour où ils ont tué toute la direction? Nous avons fait de grands progrès et nous passons à la prochaine série de négociations à Vienne, parce que les Iraniens ne veulent pas d'armes nucléaires. Et c'est donc le deuxième point. Oui, ce n'est même pas difficile, Monsieur Trump. Cela n'a jamais été le problème avec Netanyahou. Il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Il s'agit de renverser le gouvernement iranien. Cela a toujours été son rêve. Le troisième point consiste à rouvrir le détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas à Trump lui-même, pitoyablement, lamentablement, de réclamer. OTAN, fais ceci, Chine, fais cela, pour le tirer du chaos incroyable qu'il a, avec Netanyahou, créé pour le monde. C'est une question que le Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les pays de la péninsule arabique, et l'Iran doivent régler bilatéralement. Ce qu'il faut, c'est que les pays du Golfe déclarent qu'ils exercent leur souveraineté sur les bases militaires situées sur leur territoire, et que ces bases ne seront jamais autorisées à être utilisées pour une agression contre l'Iran. C'est ainsi que le détroit d'Ormuz pourra être rouvert, les pays du Golfe d'un côté, l'Iran de l'autre, toutes des nations islamiques, toutes membres de l'Organisation de la coopération islamique. En réalité, les Émirats arabes unis et l'Iran font tous deux partie des pays des BRICS. Il ne leur est même pas difficile de s'entendre. L'erreur qu'ont commise les pays du Golfe a été de remettre leur souveraineté aux États-Unis, comme si cela constituait une forme de protection pour eux. Mais ce qu'ils devraient faire maintenant, en constatant qu'il n'y a aucune protection à avoir ces bases, c'est réaffirmer leur souveraineté sur les bases situées dans leur pays et parvenir à un accord avec l'Iran. Le détroit s'ouvrira et ces bases ne seront jamais utilisées contre l'Iran. Le quatrième pilier est celui qui paraît le plus évident, mais c'est aussi celui qui est en réalité à l'origine de toutes les guerres des 30 dernières années. Il s'agit du fait qu'Israël doit revenir à ses frontières du 4 juin 1967, afin qu'un État de Palestine soit à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon les frontières reconnues au niveau international. Et c'est précisément ce qu'Israël a cherché à empêcher par la guerre à maintes reprises. C'est le point fondamental de tous ces conflits, y compris celui-ci. Pourquoi Netanyahou rêve-t-il depuis 40 ans de renverser le régime iranien? Pourquoi a-t-il été impliqué dans chaque guerre au Moyen-Orient? Parce que sa doctrine est qu'Israël doit contrôler toute la Palestine, et avec certains de ses partenaires fanatiques, encore davantage. Une partie de la Syrie, une partie du Liban, et qui sait quoi d'autre. Selon l'ambassadeur américain Mike Huckabee, qui fait lui aussi partie de ce désastre, Israël aurait droit à toutes les terres allant du Nil à l'Euphrate, affirme l'ambassadeur Huckabee. Eh bien, la raison même de toutes ces guerres, du point de vue israélien, c'est qu'ils ont déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Nous les tuerons. Nous les expulserons. Nous les dominerons dans un État d'apartheid. Mais il n'y aura jamais d'État de Palestine. Et tout gouvernement de cette région qui soutiendra les Palestiniens, nous le renverserons. C'est la soi-disant doctrine du clean break de Netanyahou, en place depuis 30 ans. Ainsi, le quatrième pilier est un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël.
Et vous savez quoi? Israël n'a pas de droit de veto là-dessus. La raison pour laquelle cela n'arrive pas, c'est les États-Unis, et les États-Unis seuls. Le Conseil de sécurité a voté là-dessus l'année dernière et l'année précédente, et les États-Unis ont opposé leur veto. C'est simple. Les gens devraient comprendre. Presque tous les pays du monde disent bien sûr qu'il devrait y avoir un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël. Mais les États-Unis utilisent leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer cela. Voilà donc le quatrième pilier. Assez de tout cela. C'est le point le plus fondamental. Israël est devenu incroyablement avide ou incroyablement zélé, selon de qui on parle exactement, en disant « nous obtenons 100% du territoire ». Vous savez de quoi nous parlons pour cette Palestine aujourd'hui? Il s'agit de 22% de ce qui était la Palestine sous mandat britannique. Et Israël dit non, même pas 22% pour ce qui représente la moitié de la population. Même pas 22%. Nous exigeons tout. C'est pour cela que nous sommes en guerre permanente. Voilà donc le quatrième point. Et le cinquième point, c'est qu'avec un État de Palestine établi et accueilli aux Nations Unies comme 194 États membres, le Hamas, le Hezbollah et tout autre groupe armé seront désarmés. Ils se désarmeront parce que toute la région l'exigera, et le Conseil de sécurité de l'ONU aussi. Et ils se désarmeront parce que l'État de Palestine sera créé. Et c'est ainsi que l'on fait la paix. Alors qu'est-ce qui bloque cela? Ce qui le bloque, c'est une coalition de suprémacisme israélien, d'apartheid israélien et de violence israélienne qui remonte à Netanyahou et à son parti, le Likoud, lequel, dans sa charte fondatrice de 1967, affirme que tout le territoire allant du Jourdain à la mer Méditerranée sera sous souveraineté israélienne. C'est pourquoi toutes ces guerres à travers la région ont fait rage, parce que ce fait fondamental va à l'encontre de toutes les normes du droit international et de la décence. Des pays ont soutenu la cause palestinienne, et c'est pourquoi Netanyahou et les États-Unis sont entrés en guerre pour renverser les gouvernements qui ont soutenu la cause palestinienne. J'aime ce plan en 5 étapes, mais j'apprécie aussi ton insistance sur la sécurité indivisible, car je pense que ça touche au cœur de ce qui est nécessaire. Les États rivalisent pour leur sécurité, et les armes d'un État sont souvent, la sécurité de l'un devient l'insécurité de l'autre. Il existe donc deux façons de produire de la sécurité. Soit on a une sécurité indivisible, où l'on élève notre sécurité commune. Autrement dit, je ne te braque pas une arme dessus pour accroître ma propre sécurité. Soit on poursuit une paix hégémonique. Dans ce cas, on ne se soucie pas de la sécurité indivisible. On laisse une puissance dominer à un point tel que personne ne puisse même rêver de la défier. Je pense que c'est la source de la guerre en Iran, mais aussi de la guerre en Ukraine. Si nous acceptons simplement que l'ère hégémonique est terminée, en réalité, la répartition du pouvoir a changé. Alors nous devrions essentiellement rétablir le principe de sécurité indivisible. Sinon, si l'on veut retrouver une paix hégémonique, comme dans les années 1990, il faut la restaurer. Cela signifie vaincre la Russie, vaincre l'Iran, vaincre la Chine. Et, vous savez, j'interpréterai le clean break d'Israël dans ce contexte, car lorsqu'il est apparu en 1996, il faisait partie de l'ère hégémonique, c'est-à-dire abandonner la diplomatie et le compromis. À la place, tout viser, parce qu'on est soutenu par une force militaire écrasante. C'est tout à fait exact. Et c'est là l'illusion, croire qu'une force aussi écrasante existe. C'est immoral, c'est un autre sujet, mais il s'avère désastreux de s'accrocher à de telles illusions. Les États-Unis ont entretenu ces illusions en Ukraine, car il faut se rappeler que la guerre en Ukraine a commencé avec la tentative des États-Unis d'affirmer leur hégémonie sur ce pays.
Zbigniew Brzezinski l'avait clairement expliqué. C'était la doctrine des néoconservateurs. Nous allons étendre l'OTAN où bon nous semble, jusqu'aux frontières de la Russie, en l'entourant, en Géorgie, dans le Caucase du Sud, en Ukraine, autour de la mer Noire. C'est notre affaire. Nous sommes la superpuissance. Eh bien, la Russie en a pensé autrement. Mais c'est de là qu'est venue cette guerre, parce que personne n'a pris la peine d'écouter les préoccupations de sécurité de la Russie. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est comme se heurter à un mur quand on essaye d'expliquer à un dirigeant européen que la Russie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Bon, et maintenant au Moyen-Orient, c'est exactement ce que tu dis. Netanyahou s'est dit, eh bien j'ai le plan facile, je n'ai pas besoin de faire de compromis. Nous gagnons parce que nous avons les États-Unis. Il existe des extraits célèbres de Netanyahou disant « Je ne suis même pas sûr à qui il s'adresse. Nous contrôlons le Sénat, nous contrôlons le Congrès, nous pouvons amener les États-Unis à faire ce que nous voulons. » La vérité, c'est que notre propre CIA et notre armée ont aussi leurs illusions. Ils considèrent l'hégémonie d'Israël au Moyen-Orient comme tout à fait acceptable, car elle fait partie de l'hégémonie mondiale de l'Amérique. Ce qui se passe en ce moment, en partie, c'est que Trump pense « Je vais accaparer toutes les exportations de pétrole, y compris celles du Venezuela. » Je vais exiger que le Mexique se tienne tranquille. Je vais prendre le contrôle des Amériques comme il l'a expliqué. Je vais prendre le contrôle du Moyen-Orient. Je vais étouffer le pétrole russe par des sanctions. Je vais décider qui obtient l'énergie dans ce monde. Eh bien, c'est la pensée d'un fou. Cela conduit à une catastrophe mondiale. Mais c'est exactement cette idée hégémonique. Je n'ai à traiter avec personne. Nous n'avons pas besoin de parler avec l'Iran. Il suffit de les tuer. C'est tout. Et c'est exactement ce qu'ils pensent faire en ce moment. Non seulement c'est un meurtre, mais cela ne fonctionne même pas pour assurer sa propre sécurité. Israël est bien plus en danger qu'il ne l'a jamais été à cause de cela. Et il en va de même pour les États-Unis. Plus en danger, car notre risque est celui d'une guerre nucléaire. Et nous continuons à rapprocher le monde d'une guerre nucléaire par ces actions, en ne respectant pas, même dans la discussion, les intérêts de sécurité de l'autre camp. C'est la même chose à Taïwan. Nous disons que nous allons envoyer des armes à Taïwan comme bon nous semble. La Chine répond « Excusez-nous, Taïwan fait partie de la Chine. N'envoyez pas d'armes de votre propre initiative. Pour nous, c'est une ligne rouge. » Les États-Unis, emplis de leur idiotie et de leur imprudence, disent « Nous n'avons pas à les écouter. C'est notre affaire. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. » Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Trump, mais aussi la CIA, les commissions des services armés du Congrès, les fabricants d'armes et la Silicon Valley. Ils partagent tous cette illusion selon laquelle nous n'avons pas à tenir compte des préoccupations des autres. Et c'est cela qui nous conduit au désastre. C'est notre dernière question. Comment expliquez-vous le fait que l'Iran ait été sous-estimé? Vous avez travaillé avec de nombreux dirigeants à travers le monde et observé leur manière de penser stratégiquement, leurs considérations. Comment se fait-il que nous ayons des rapports suggérant que Trump a écarté la possibilité que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce qui aurait pourtant dû être l'hypothèse la plus prévisible, ou qu'il attaque des bases américaines? Il semble qu'ils aient sous-estimé les armes dont dispose l'Iran, ou qu'ils aient cru que tuer Khamenei ferait s'effondrer le gouvernement et pousserait la population à descendre dans la rue en agitant des drapeaux américains. Et maintenant, on part du principe que les menaces feront capituler l'Iran, alors même que le pays mène un combat existentiel. Je me demande simplement comment ils ont pu se tromper à ce point. Est-ce seulement de l'arrogance ou une déconnexion avec la communauté du renseignement? Je n'ai jamais vu cela dans les guerres précédentes.
Il y a toujours eu des erreurs, mais celle-ci semble vraiment, vraiment différente. Eh bien, souvenez-vous de la guerre en Irak, par exemple. À quel point tout était faux. Chaque prédiction sur la promenade de santé que nous allions avoir, sur la venue de la démocratie, et ainsi de suite. Il y a eu une interview intéressante en 2004, je crois que c'était un journaliste du magazine Time, si je me souviens bien, avec un responsable de la Maison-Blanche, peut-être Karl Rove, je n'en suis pas absolument sûr. On lui a demandé quelle était la réalité de la situation, et la réponse de la Maison-Blanche a été « Excusez-moi, nous créons notre propre réalité ». Et c'est là une partie du problème. Quand on est à ce point puissant et arrogant, on se dit simplement « on va faire en sorte que ça marche ». Trump ne savait pas ce qu'il allait faire après la première heure, mais il n'a rien dit. On va s'arranger. C'est de l'improvisation totale. Bien sûr, la véritable leçon, c'est que ce sont des désastres. On dit qu'il a fallu 20 ans aux États-Unis pour passer du régime taliban en Afghanistan au régime taliban en Afghanistan. Donc c'était un effort de 20 ans. Et on attribue à Trump le mérite d'avoir mis 9 jours pour passer de Khamenei à Khamenei. Voilà l'efficacité américaine. En d'autres termes, nous n'accomplissons rien. Nous tournons en rond, tuant beaucoup de gens, dépensant énormément d'argent. Peut-être que c'est en partie le but, parce qu'ils veulent dépenser beaucoup d'argent. C'est du profit pour certains et des pertes pour tous les autres. Mais je pense que le point principal, c'est que nous n'avons même plus de processus dans l'appareil sécuritaire aujourd'hui. La capacité des États-Unis à planifier quoi que ce soit s'est effondrée. Nous sommes simplement en mode improvisation. Nous avons un président psychologiquement instable. Nous avons un processus constitutionnel qui est terminé car le Congrès refuse d'exercer son autorité et sa responsabilité constitutionnelle. Et je peux vous dire que dans tous les domaines que je connais, il n'y a aucune réflexion en cours. Il n'y a ni rapport, ni étude, ni examen attentif, ni révision. C'est de l'improvisation, c'est de l'agitation désordonnée. Donc, franchement, rien de tout cela ne me surprend. Nous n'avons même pas les processus minimaux de réflexion. Nous avons un président qui invente les choses au fur et à mesure, et on se retrouve avec du faux partout, puis avec de la désespérance. Oh, l'OTAN doit venir à notre secours. Même la Chine, qui était la cible d'une grande partie de tout cela, doit venir à notre secours. Où sont nos amis? Dit Donald Trump. Mon Dieu, un enfant de 5 ans ferait preuve de plus de conscience de soi et de responsabilité, franchement. Oui, et je me dis qu'avec tous les conseillers religieux qui viennent dans son bureau, il aurait dû savoir que l'orgueil précède la chute, ou que Dieu s'oppose à l'arrogance. Mais il semble qu'il ait d'autres conseillers religieux. Quoi qu'il en soit, il est tard là-bas à Kuala Lumpur. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bien sûr, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous verrons bientôt. Merci.